Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous allons vers notre ultime perfection. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre chemin selon mon analyse. Voilà. Alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, bien souvent de philosophie, et sur France Culture, la chaîne que j'adore. Et donc là, c'est en l'occurrence, nous sommes sur Platon, la République, le premier épisode, et c'est la 4e vidéo. Donc je lance la vidéo, je découvre en même temps, et je commente, et puis surtout, ça me permet de préciser ma théorie. Allons-y. Trasimac, c'est un peu le premier grand héros de la République. C'est avec lui que commencent vraiment les choses sérieuses. Je dis commence parce que il ne faut jamais déconnecter, me semble-t-il, le livre 1 et le livre 2 de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Trasimac va lancer un défi à Socrate, et ce défi va être repris et alourdi et complexifié par Glaucon et Adimante au début du livre 2. Donc Alors, on parle de la justice. Le fait que Socrate pense que la justice a un lien avec l'âme. C'est l'âme qui doit rechercher la justice. Et Trasimac va dire les choses plus froidement, il faut être juste pour, etc., pour des choses basiques, mais sans voir autrui, sans voir l'autre. Début du livre 2. Donc on a une sorte de, si vous voulez, de séquence immoraliste, ou de triple défi immoraliste, si vous voulez, marqué par Trasimac, Glaucon, Adimante. On verra les deux autres demain. Ouais. Mais le premier, le défi, c'est le défi qu'il lance à Socrate, c'est de l'amener à montrer que la justice est quelque chose qui doit être choisi. Alors qu'en fait, on voit très bien que l'injuste a toujours le dessus. Et d'ailleurs, il a raison, Trasimac. Il a complètement raison. Ouais. On va l'écouter, puis vous ferez peut-être Socrate en mesure de le réfuter. Trasimac, très en colère, écoutez. L'homme juste est en toutes circonstances placé dans une position inférieure à l'homme injuste. Prenons d'abord le cas des contrats où ils s'associent mutuellement. Tu ne trouveras jamais, lorsque l'association est dissoute, que le juste a profité plus de l'association que l'injuste, mais bien qu'il y a perdu. Prenons ensuite le cas des affaires de la cité. Lorsqu'il faut payer des contributions, le juste, dans une situation d'égalité de fortune, va devoir contribuer davantage, l'autre moins. Lorsque chacun d'eux exerce quelque fonction publique, ce sera le lot de l'homme juste que de voir sa cité. On retrouve exactement ça maintenant. Les oligarques payent beaucoup moins à la contribution de l'évolution de l'humanité que le peuple, en réalité. Et c'est injuste. Rien que sur le fait qu'ils payent la même chose sur la TVA. Et la TVA, je ne sais pas combien on donne par mois. Quelqu'un d'ordinaire, on paye combien, on contribue combien à la TVA au même niveau qu'un milliardaire. Le milliardaire, il achète son pain, sa voiture, ses fruits, ses légumes, etc., avec la même TVA que nous. Donc, il y a rien que là, il y a une injustice énorme. Que de voir sa situation personnelle se détériorer du fait qu'il la néglige et de ne tirer aucun profit de la chose publique, parce qu'il est juste. Il se trouve par ailleurs en butte à l'hostilité de ses parents et de ses proches, parce qu'il ne consent pas à leur rendre service au détriment de la justice. Pour l'homme injuste, c'est tout le contraire qui lui arrive. Le plus facile pour t'en rendre compte, c'est d'aller jusqu'à considérer l'injustice la plus totale, celle qui rend l'homme qui la commet tout à fait heureux. Il s'agit du pouvoir tyrannique, qui n'y va pas petit à petit pour s'emparer du bien d'autrui, mais le fait avec violence d'un seul coup. Voilà, alors, ce qu'il faut, c'est juste, c'est ce que l'apparence donne ça. Ça nous donne ça à voir, que le tyran a l'air d'être heureux, Mussolini a l'air d'être heureux, etc. Hitler a l'air d'être heureux. En réalité, ce qui est heureux en eux, c'est juste le narcissisme, c'est juste la pathologie, c'est juste
le désir fou de pouvoir, leur folie en somme. Ils sont pas heureux, pas du tout. Donc l'apparence est heureuse, la réalité l'est Seul pas. coup, qu'il s'agisse de biens sacrés et profanes, de biens privés et publics. Ainsi donc, Socrate, l'injustice, quand elle se développe suffisamment, est plus forte, plus libre, plus souveraine que la justice. En apparence. Que va dire Socrate ? France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la République de Platon cette semaine et la semaine prochaine. Aujourd'hui, premier temps, donc premier épisode en compagnie du philosophe Dimitri Elmur. On essaie de définir ce qu'est la justice, puisque c'est ce que Socrate fait dans le premier livre de la République, écrite par Platon. Alors, définition de la justice ici par Trasimaque, lu par Vincent Schmitt. Pour être tout à fait honnête, Dimitri Elmur, ici, je crois est-ce qu'on a vraiment une définition de la justice comme étant la loi du plus fort? On a surtout le constat qu'il y a plus d'intérêt et d'avantage à être plus fort qu'à être juste. Tout à fait. En fait, la justice, la définition de la justice comme intérêt du plus fort intervient un petit peu avant. Et au fond, ça c'est une vraie question dans les études platoniciennes, de savoir si la position de Trasimaque est parfaitement cohérente. Disons que Trasimaque soutient 3 thèses. La justice, c'est l'intérêt du plus fort. La justice, c'est l'intérêt du pouvoir en place. Vous voyez, c'est pas déjà forcément la même chose. Et troisièmement, la justice, c'est toujours le bien d'autrui. Donc c'est intéressant parce que je dis pas que les 3 thèses sont nécessairement incompatibles ni incohérentes. Après, il faut quand même les travailler pour comprendre un peu comment elles fonctionnent. Alors ça c'est une question qui reste un peu une question ouverte. Moi, je voudrais plutôt déplacer un peu le problème. C'est pas vraiment ça qui est intéressant pour comprendre Trasimaque. Pour comprendre Trasimaque, me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est sa méthode. C'est-à-dire que peut-être que ces thèses sont pas nécessairement cohérentes, mais ce qui est vraiment caractéristique de sa méthode, c'est que Trasimaque cherche à faire tomber les masques. Et ça, c'est parfaitement, ça se sent dans le texte qu'on vient d'entendre. Ouais. Faire tomber les masques, c'est-à-dire, il a la position d'un démystificateur. C'est exactement comme ça qu'il arrive dans la discussion, en disant non mais arrêtez de nous raconter toutes ces imbécilités sur la justice. La justice, c'est évidemment un masque que se donne soit le pouvoir en place du grand nombre quand on est en démocratie, soit le tyran quand on est en tyrannie, pour en fait simplement exercer son propre pouvoir et exploiter les gouvernés. Donc la justice n'existe pas pour Trasimaque. La justice c'est un masque, effectivement, c'est-à-dire quelque chose que, au fond, qui cache un rapport d'exploitation. Puisque la politique est un art de l'exploitation. De la domination, si on préfère, mais je préfère exploitation. Je trouve ça encore plus fort. C'est ça la thèse vraiment centrale de la République. Et alors vous allez me dire pourquoi, du coup, Trasimaque prend cette espèce d'importance. Et c'est vrai, c'est un personnage extrêmement important, extrêmement marquant, etc. Et l'échange avec Socrate est absolument magnifique et très dense. Il me semble, alors ça c'est une thèse peut-être hétérodoxe, hein, tous mes collègues ne la partagent pas, mais moi je pense que Platon partage le constat avec Trasimaque. C'est-à-dire que je pense que Platon pense que... Mais on peut partager le constat que c'est l'injuste a l'air d'être le plus heureux, que celui qui commet une injustice sans se faire prendre a plus de bien que celui qui essaye de suivre les règles, de ne pas être injuste, etc., etc. Et on voit bien que dans des moments d'injustice comme maintenant, le peuple peut se sentir complètement abusé par l'oligarchie, par le manque de coopération, par le manque de fraternité, par le manque de partage. C'est évident, mais rien ne vaut au fond un esprit en paix, donc qui n'a pas abusé et qui est tranquille, qui ne cherche pas à avoir le pouvoir, le luxe. Dans quelle mesure ces oligarques, en gros, si on peut parler d'eux, sont heureux? Ça serait vraiment
à réfléchir. Je pense qu'ils ne le sont pas, à mon sens. Ils atteignent du plaisir, très certainement, de la jubilation, de la jouissance. Quand on voit Elon Musk sur le pupitre après la victoire de Trump, la jubilation qu'il a, c'est quelque chose d'extrêmement physique, c'est quelque chose c'est un plaisir mécanique, mais c'est pas le bonheur, c'est le plaisir. Alors oui, les riches atteignent le plaisir, accèdent au plaisir, mais ils accèdent pas au bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est à un autre niveau. Pense que dans les politeiai, dans les constitutions telles qu'elles existent, il n'y a que la domination. Dans les démocraties telles qu'elles existent, dans les oligarchies telles qu'elles existent, dans les tyrannies évidemment telles qu'elles existent, telles qu'il a pu les connaître, il n'y a que la domination. Et de ce point de vue-là, Trasimac a raison. Là où Trasimac a tort, c'est quand il déduit de sa thèse descriptive une thèse normative. C'est ça. Voilà. Quand il déduit, et il le fait aussi un peu dans ce texte-là, et qu'il déduit le bonheur de ça. Du constat qu'il fait du fait que la justice, en fait, n'est pratiquée nulle part, et que l'injuste est toujours celui qui gagne et le juste toujours celui qui perd, quand il va de là à dire et il est bien normal qu'il en soit ainsi. Une chose est de le constater, une autre est d'en faire une norme. Exactement. Il est bien normal que c'est pour ça que Trasimac est aussi important. Il est bien normal qu'il en soit ainsi, c'est sophiste. Qui est aussi important. C'est, si vous voulez, la tentative platonicienne pour nous montrer que une autre politeia est possible, une autre constitution est possible, où il y aura de la hiérarchie, parce que ça vous allez en parler beaucoup, mais il y a pas mal de hiérarchie dans la République de Platon, dans la cité idéale, mais où il n'y aura pas de domination, d'exploitation. Alors là, c'est une thèse hétérodoxe, je vous le dis tout de suite, parce que plein de personnes qui ont lu Platon vont dire quoi, il n'y a pas d'exploitation dans la thèse dans la cité de la République, alors que les philosophes sont en haut, les producteurs et les artisans en bas, etc., etc. Alors ça demanderait beaucoup de développement, mais moi je pense qu'effectivement, toute l'idée de Platon, c'est de remplacer, de comprendre autrement le rapport gouvernant-gouverné, en décalant le modèle trasimachéen, c'est-à-dire le rapport maître-esclave, pour proposer autre chose. Je suis d'accord. Un modèle. S'il dit que, oui, certaines corporations n'ont pas à avoir le pouvoir. Le marché n'a pas à avoir le pouvoir, n'a pas à être un distributeur de valeur. Et on le remarque tous les jours, c'est pas... Voilà. Donc, leur position hiérarchique est en bas. Mais ça veut pas dire qu'ils sont inférieurs, ça veut pas dire que leur rôle n'est pas important, mais en réalité, il faut juste les situer. Mais c'est ce que faisait Confucius en disant les marchands, c'est la corporation la plus basse de l'humanité. Mais c'était pas une question de valeur, c'était une question de position par rapport au système des valeurs. Pour proposer un modèle, effectivement, certes hiérarchique, mais où la tempérance et la justice font que chaque individu et chaque groupe dans la cité, au fond, accepte l'ordre commun. Et ça ne peut marcher effectivement que si les philosophes sont à la tête et s'ils gouvernent dans l'intérêt des gouvernés et non dans leur intérêt propre. Donc c'est toute une politique anti-trasimachéenne que Platon est en train de construire dans la République, et il le fait parce que, à mon sens, il partage le constat. De toute façon, l'idée selon laquelle la politique est l'art d'imposer la loi du plus fort en revêtant des masques est une idée qui est partagée par énormément de personnes. Écoutez notamment l'extrait du Roi à New York de Chaplin. Sire, je vous présente Rupert, notre jeune journaliste. On le connaît. Enchanté. Asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, là? Karl Marx. Se peut-il que vous soyez communiste? Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx? Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis rien. Rien? Je déteste toutes les formes de gouvernement. Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner. Et je déteste le mot gouverner. Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs. Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. Mais mon cher enfant, la politique est une nécessité. La politique est une règle que l'on impose au peuple. Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyen libre. Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres. Mais enfin, laissez-moi... Dans ce monde libre, on viole les droits naturels de tous les citoyens. Voyons, laissez-moi... Ils sont devenus des hommes aux mains de politiciens.
politicien despotique. L'Empire romain s'est effondré lors de l'assassinat de César. Et pourquoi? Parce qu'il était devenu trop fort. La féodalité a été balayée par la Révolution française. Et pourquoi? Parce qu'elle était devenue trop forte. Et aujourd'hui, tout le monde va exploser. Et pourquoi? Parce qu'il est devenu trop fort. Et oui, c'est une autre manière de le dire, finalement, que la politique est toujours une affaire de rapport de force. Ouais. Cela, Platon le sait bien. La question, alors, quelle est-elle, Dimitri Elmuret? Est-ce celle de savoir quel type de rapport de force sommes-nous prêts à accepter au nom de la justice indispensable au bon fonctionnement de la cité? Oui, je pense, c'est exactement ça la question. Il faut quand même très profond regarder cette réflexion de Chaplin. Voilà, Chaplin, voilà, encore un génie et quelqu'un qui était contre les réactionnaires dont certains, je pense, essayent de mettre Chaplin dans son camp, mais c'est inouï le courage et puis justement la sensibilité d'un être comme Chaplin. Dans l'extrême, que je connaissais pas, que vous avez passé, c'est que le petit garçon dit j'aime pas le mot gouvernement. Ouais. Ça c'est extrêmement intéressant parce qu'au fond la vraie position anarchiste, même au sens contemporain, il y a un livre récent de Catherine Malabou qui est sur cette question-là, qui est vraiment intéressant. C'est l'idée même de gouvernement, c'est-à-dire que même le gouvernement de soi, c'est trop. Pour une position anarchiste. Évidemment, Platon, il est à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que pour lui, le gouvernement inclut le gouvernement de soi, c'est la quintessence même du rapport politique. Il n'y a pas de rapport politique sans rapport de gouvernement. Donc évidemment, a fortiori, il n'y a pas de justice s'il n'y a pas un rapport de gouvernement. Ceci étant dit, gouvernement et domination pour Platon. C'est là où la mécanique universelle a quelque chose de novateur. C'est que oui, il faut un gouvernement, il faut que le système soit tel qu'il est et on ne pourra pas l'abolir et partir dans l'anarchisme avec le gouvernement de soi par soi et qui donne un système de responsabilité absolue. Chacun est responsable de soi et n'abuse pas de ses congénères et donc il a plus besoin d'État, plus besoin de système ou quoi que ce soit. C'est pas le cas, on peut pas encore, on n'est pas assez mature pour ça, donc il nous faut ce système hiérarchique. Mais ce système-là permet la construction de cet état de perfection dont je parle et où il n'y aura plus de besoin de gouvernement, où l'homme aura atteint une maturité telle que il sera absolument inoffensif pour l'ensemble des autres hommes, donc plus aucun homme n'aura l'aptitude d'abuser autrui, donc on n'aura plus besoin de système pour gérer les pulsions humaines, parce qu'en fait c'est ça, c'est uniquement ça, l'État il est là pour gérer les pulsions dévorantes de l'oligarchie, les pulsions révolutionnaires du peuple peut-être, etc. Voilà, pour gérer le désir de domination de l'homme par l'homme, etc. Il est là pour ça, mais pas éternam vitam. Pour Platon, on peut discuter après, c'est pas la même chose, ou exploitation si on veut. Et c'est ça qui est très fort. Pour moi, c'est-à-dire que la République, pour moi, si vous voulez, là on parle vraiment de choses, je vais même parler d'un peu de choses très contemporaines. Au fond, c'est un texte extrêmement actuel et extrêmement, encore d'une actualité brûlante pour moi, parce que même si ça nous parle de réalités qui sont très très loin de nous en un certain sens, et d'une époque qui est très très loin de nous, c'est une réflexion extrêmement profonde sur la différence qu'il y a entre gouvernement et domination. Et Thrasymach, c'est le chantre, le héros de la domination ou l'exploitation. Et Platon, lui, cherche à naviguer sur cette fine crête qui veut qu'il n'y a pas de politique sans hiérarchie. Sinon, effectivement, le savoir ne peut pas gouverner. Et ça, c'est un problème pour Platon. C'est-à-dire que l'édifice politique est basé sur rien. Et en même temps, on ne peut pas fonder une politique sans une idée de communauté. Et l'idée de communauté ne peut pas passer est contradictoire avec l'idée de domination. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des sujets et des gouvernants, ou qu'il y ait des despotes et des sujets, ou des maîtres et des esclaves.
Donc c'est quand même quelque chose de voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la question de la justice là-dedans, elle se décline selon les deux modalités par lesquelles Platon l'envisage, c'est-à-dire dans l'âme et dans la cité. Dans l'âme, la justice est aussi dépendante de l'ordre de mon âme, c'est-à-dire de la façon dont je me gouverne. Et puis évidemment, dans la cité, elle dépend d'un certain ordre social qui fait que on remplit sa fonction pour le tout et qu'en même temps, on accepte l'ordre dans lequel on est. Alors c'est évidemment une des idées très très anti-anarchistes. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de justice sans ordre, ni sans une certaine mise en pratique de la soumission. Alors, d'une partie de l'âme à une autre, du désir à la raison et des citoyens à un gouvernement quand même. Je comprends que vous disiez ça, mais moi j'emploie jamais le mot soumission. J'emploie le mot subordination. Vous allez dire, c'est une toute petite nuance de sens. Non, vous demanderez de nous définir la différence entre les deux. C'est-à-dire que la soumission, effectivement, c'est le rapport de l'esclave au maître. Ouais. La subordination peut être l'acceptation de la compétence du dirigeant. Il y a un côté moins passif à la subordination. Exactement. Et ça, alors voilà, vous avez le mot important, c'est ça. Il n'y a pas de communauté sans une activité commune. Voilà. Mais je pense que après, pour décaler un tout petit peu la question, la République, ce qui est fondamental, et vous allez le voir pendant toute la semaine et la semaine prochaine, c'est que c'est peut-être un des plus grands livres de philosophie politique sur ce que c'est que la communauté. Et ça résonne encore de nos jours de manière très forte. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui promeut l'individualisme, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est intéressant pour notre époque qui est quand même très individualiste. Et la République nous dit une chose très forte et très simple, mais que je trouve très forte, qui est qu'il n'y a pas de communauté sans sacrifice du privé. Quand j'entre en communauté, donc en communauté politique, je cède quelque chose. Voilà, et ça c'est vraiment génial. Je vais peut-être pouvoir arrêter là-dessus, mais non, peut-être pas d'ailleurs. Et ça, on peut l'élever au rang de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité, de sentiment d'appartenir à l'humanité si on s'arrête au sentiment national, si on s'arrête au sentiment communautaire, si on s'arrête au sentiment religieux, si on s'arrête au sentiment, etc., à des appartenances inférieures. C'est quelque chose de ce qui m'appartient. Et c'est le prix à payer. Il faut lâcher donc, ça pour aller à mais l'universel. La communauté n'est jamais absolument, générale. Enfin, pour Platon, quand même, dans la cité, il y a 3 groupes très distincts. Oui. Et c'est d'ailleurs, la justice s'obtient si ces 3 groupes vont s'entendre, 3 communautés. Je crois que là, on peut le dire. Donc, il y a le peuple qui va produire la subsistance, les gardiens de la République, de la cité qui vont protéger leurs concitoyens, et les philosophes qui gouvernent. Et chacun doit quand même rester à sa place. Alors Platon est encore une fois hyper subtil là-dessus, parce que d'abord il y a de la circulation possible entre les groupes. Ça c'est génial. Je préfère parler de groupe que de classe, parce que ça. Non, je sais communauté. Est-ce que oui. Alors, mais il y a une réflexion extrêmement poussée de Platon pour justement arriver à unifier tout ça. Vous pourriez dire, Platon en fait se donne déjà la réponse à la question qu'il se pose en disant, comme la cité est comme l'âme. Alors dans ce cas-là, évidemment, il y a l'unité d'une âme, si vous voulez, dans la cité. Donc, au fond, il ne pose pas la question. Mais... Oui, il pourrait en plus laisser les choses vraiment... et d'ailleurs, comme on les vit là actuellement, c'est-à-dire que les gardiens c'est-à-dire les forces de l'ordre, ne se sentent pas faire peuple complètement, parce que sinon ils maltraiteraient pas le peuple comme ils le font. Le peuple se sent complètement étranger aux philosophes, entre guillemets, qui dirigent le pays. Les dirigeants ne se sentent pas en harmonie. Enfin, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui peut vraiment passer de l'un à l'autre, qui ferait une harmonie. Et s'il n'y a pas cette harmonie-là entre ces 3 forces, on vit ce qu'on est en train de vivre. Il ne pose pas la question, mais absolument pas. Il pose au contraire la question, puisque ces 3 groupes, ils passent son temps à essayer de comprendre les rapports qu'ils ont entre eux, les rapports d'échange, les rapports de respect réciproque et leur commune participation à l'intérêt du tout. Puisqu'il le dit très explicitement au livre 7, la question n'est pas, quand Glaucon lui pose la question du bonheur du philosophe qui redescend dans la caverne, il lui répond, mais on s'en fout du bonheur
tel ou tel. Ça, c'est génial. Donc, il a vraiment une vision, mais c'est extraordinaire. Et si Platon vivait aujourd'hui, habitait là, en Haute-Loire, par exemple, dans un petit village à côté, j'irais lui rendre visite, on boirait une petite bière ensemble. Donc, voilà, quand je dis une bêtise, je perds le fil de mon truc. Donc, c'est bête, hein. Oui, il a compris, il est hyper novateur, il comprend que c'est une cohésion, que c'est très important, la cohésion du groupe. Je pense qu'elle était plutôt... je sais pas encore, j'en sais rien, hein, je sais pas comment vivaient véritablement les Grecs, puis les Romains plus tard, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il cherche cette cohésion, c'est-à-dire l'amour réciproque, c'est-à-dire le respect de l'autre clan. Donc, et pour avoir du respect de celui qui nous dirige, il faut qu'il soit respectable. Il faut qu'il se comporte de façon respectable. Pour avoir du respect envers nos forces de l'ordre, il faut qu'ils soient respectables, qu'ils respectent le peuple, qu'ils aiment le peuple et qu'on puisse les aimer, etc., etc. Tout est dans cette force. Ou tel groupe. Ce qu'on veut, c'est le bonheur du tout. Voilà, donc à voir quelle différence, quelle proximité il y a avec le communisme, et ça on en parlera aussi cette semaine. Oui. Donc la question c'est quand même, est-ce que la justice est la loi du plus fort ? Socrate va dire à Thrasymachus que non, il ne faudrait pas qu'elle le soit, mais la question qui reste quand même, qui est sous-jacente, c'est peut-on gouverner sans dominer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et le peut-on ? Alors, on répondra demain. On peut déjà. Socrate donne déjà une réponse. Il y a, juste avant le passage qui a été lu tout à l'heure, il y a ce passage magnifique où Socrate explique à Thrasymachus que, forcément, la politique, si c'est un art, une techné, une compétence, elle est nécessairement destinée à faire le bien des objets auxquels elle s'applique. C'est-à-dire, le politique est nécessairement en train de faire le bien des gouvernés. Sinon, c'est pas de la politique. Alors, Thrasymachus est complètement effaré, lui dit mais quoi, t'as jamais vu un berger tu sais bien que le berger, il exploite les moutons pour leur tondre la laine dessus. Et Socrate lui répond mais non, mais c'est pas un berger ça. Un vrai berger, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses moutons, qui prend soin de ses moutons, qui aime ses moutons, pour qu'effectivement à la fin on puisse les tondre. Et la preuve qu'on en a, c'est qu'il a un salaire. Le salaire, c'est la laine. Justement tout le bien qu'il fait à ses moutons. Et ça, c'est un modèle extrêmement fort. C'est-à-dire que Platon réinvestit aussi le modèle pastoral qui a été tellement discuté par Michel Foucault. Ouais. D'ailleurs, il parle puissant, de ce passage. Puissant de chez puissant. Et c'est la grande différence entre celui qui pense exploitation, et là, on est devant ce monde-là. On est devant les personnes qui pensent en termes d'exploitation et ceux qui voient l'amour qu'il y a dessous. Et c'est vraiment, il va falloir qu'on passe de ce grand mouvement des 40 dernières années néolibérales où on a vu que justement le mouton, il est le berger, c'est celui qui utilise les moutons et qui les tond, etc. et qui s'en fout. Et d'ailleurs, qui donne à manger de la viande aux vaches, pour les faire grossir, etc. et qui les rend folles. C'est exactement ce qu'on a fait, parce qu'on a perdu complètement la notion, et ça, c'est le néolibéralisme qui a conduit à ça, tout simplement parce qu'il voulait à tout prix être dans la valorisation, la survalorisation des choses. Donc les choses ont plus que de la valeur, mais il n'y a plus la profondeur qui est derrière. Justement, cet échange de qu'est-ce que nous donnent les vaches dont je m'occupe, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureuses parce qu'elles me font gagner de l'argent, moi paysan. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aimer les animaux qui sont des animaux sociaux, etc. Comprendre toutes ces choses-là, comprendre ça avec la forêt, savoir qu'on peut bien sûr raser une forêt, mais la forêt c'est un organisme, et c'est un organisme qui nous renvoie des choses, etc. Donc c'est vraiment un degré. En train de montrer qu'un modèle pastoral de la politique qui soit anti-thrasymachéen est possible. Non, le berger, il n'est pas là pour tondre c'est son troupeau, il est là pour en prendre soin.
Reste à savoir si la métaphore pastorale du berger qui doit veiller sur son troupeau est la plus pertinente pour qualifier la relation qu'un gouverneur doit avoir avec ses gouvernés, n'est-ce pas? On parlait bien d'hiérarchie. Elle est là. Dimitri Elmur, on se retrouve demain. Quelle chance pour la suite de la lecture de la République de Platon. On parlera du livre 2. Alors, vous le disiez, c'est la construction de la République en différents livres. On ne sait pas jusqu'à quel point elle est authentique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de suspense à la fin de chaque livre, exactement comme une série télé aujourd'hui. On se dit, mais que va-t-il se passer? Et vous voulez nous dire un mot de la fin, là, du livre 1? La fin pour nous donner envie de revenir demain? La fin du livre 1 se termine où Socrate a grosso modo réfuté Thrasymachus. Alors, il y a des débats là-dessus, mais il a quand même réfuté Thrasymachus en lui montrant que quand même, c'est comme la vie de justice qu'il faut choisir, parce que c'est elle qui correspond au bien de mon âme. Très bien. Sauf que ça va pas suffire à Glaucon et à Dimante, qui eux vont reprendre le défi lancé par Thrasymachus en disant non mais nous on n'est pas du tout satisfaits. Nous on veut en savoir plus. Et notamment ils vont poser une question incroyable et je vous laisse sur ce suspense. La question c'est est-ce que oui ou non la justice doit toujours et en toutes circonstances être choisi, quelles que soient les circonstances. Et la réponse pour Socrate est évidemment oui, mais c'est pas du tout facile à démontrer. On verra ça demain. Bien sûr. À demain. À demain. Bien sûr. Et c'est on arrive à cette vision, voilà, pendant la guerre, on cache des juifs, les nazis arrivent, ils nous demandent est-ce que vous cachez des juifs, est-ce qu'on doit mentir? Ou est-ce qu'on ne doit pas mentir? Voilà. Évidemment que dans ce cas-là, le mensonge, il est fondamental. Donc, il n'y a même pas à discuter en réalité. On ne devrait pas se poser ce type de questions. On devrait comprendre qu'il y a une morale sous-jacente. Et des fois, il faut être injuste pour être juste. Parce que la morale demande d'être juste. Et voilà. Mais je pense que Socrate amène cette chose-là. Parce que c'est un best, tout simplement. Merci à Dimitri Elmur, formidable et passionné et passionnant, amoureux de Platon. Merci de votre écoute, à très bientôt. Et puis vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, laisser des liens, faire des liens avec, envoyer le lien à vos amis, etc., etc. Vous pouvez participer à la mécanique universelle, vous m'envoyez un petit message. Vous pouvez aller surtout visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre toute cette mécanique de pensée. À très bientôt. Au revoir.